Merde. Et maintenant, dans la recette du fondant au chocolat pour les nuls, ajoutez délicatement le chocolat fondu dans votre pâte. Faites bien attention aux grumeaux. Allô? Salut Antoine, ça va? Dis, je pensais à toi parce qu'il est vraiment temps qu'on fasse une vidéo sur le féminisme. Est-ce que t'es dispo bientôt? Le féminisme? Enfin, on a Emma Watson, on a Beyoncé, il y a des femmes présidentes, on a Ursula von der Leyen, il y a eu la vague MeToo. Regarde, les hommes mettent la main à la pâte. Tu crois vraiment que c'est encore un sujet d'actualité, Françoise? C'est parti. Bien Antoine, c'est plus urgent que ce que je pensais. Hein. Moi c'est Antoine, de facto. Et je me pose des questions sur le monde dans lequel on vit. Du coup, je sors de mon appart et je pars à la recherche de personnes qui pourront m'aider à trouver des réponses. Merde, mes clés. Et aujourd'hui, je me demande pourquoi les hommes et les femmes ne sont toujours pas égaux. Et d'abord un petit message ici pour tout le monde, on est déjà au 4e épisode de C'est quoi le truc et la dernière vidéo a dépassé les 40 000 vues. Alors nous, ça nous motive grave. Merci. Et quoi Françoise? On va où? Dans un endroit où on va démonter tes idées reçues. Attends Françoise, on va quand même pas aller chez Ikea juste pour la vidéo. Bah si. Meilleur biscuit de tous les temps. Ah ouais? J'ai jamais goûté. Eh mais, si on veut parler inégalité, on doit d'abord parler écart salarial. Plein de gens pensent que ça n'existe plus. Mais en réalité, c'est absolument pas le cas. Les femmes gagnent toujours 22% de moins que les hommes. Et ça vient du fait que beaucoup de femmes travaillent à temps partiel. J'ai l'écran, on va bouger. Il y a des petits. Donc, dans la grande distribution, comme Ikea par exemple, en 2022, il y a 48% des femmes qui travaillent à temps partiel, contre seulement 14% des hommes. Mais ça c'est quand même logique non, d'être moins payé quand t'es en partiel que quand t'es en plein. Par exemple, si moi je suis mi-temps, c'est quand même logique que je sois moins payé que mon collègue qui est en plein, non? Ouais, mais sauf que là, t'es en train de supposer que travailler à temps partiel, c'est un choix complètement volontaire. Je comprends pas ce que tu veux dire là. En fait, quand t'es une femme, t'es poussée dans une certaine direction. Donc par exemple, quand t'as des enfants, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. C'est là que la crèche rentre en jeu. En théorie, c'est la solution pour que tu aies le temps et l'énergie d'aller travailler. Sauf que dans la pratique, c'est la misère de trouver une place en crèche. Ouais, ça j'ai vu. Ma pote, quand elle a eu un enfant, c'était le méga stress pour les places en crèche. D'ailleurs, je crois que c'est à 3 mois de grossesse, elle était déjà inscrite sur je sais pas combien de listes d'attente. Ah mais moi, le jour où j'ai appris que j'avais une place en crèche, j'ai cru que j'allais gagner au loto. Hein. Il n'y a pas assez de places en crèche. Et donc par exemple, ici à Anderlecht, il y a seulement 24 places pour 100 bambins. 24%, t'es sérieuse là? Parce que j'ai l'air de rigoler. Non, c'est vrai. Et donc toute cette situation, en fait, elle arrange le gouvernement et les grands patrons. Et pourquoi ça? Ce que Françoise m'explique, c'est que s'occuper d'un enfant, c'est un travail en soi. C'est pas pour rien qu'il existe des services entièrement dédiés à ça. Aïe! Oh putain le coup! Encore faut-il investir dans ces services, ce que le gouvernement fait de moins en moins. Comme la tirelire pour les services publics n'est pas assez remplie, le gouvernement économise dans ces secteurs-là plutôt que d'exiger des grandes entreprises qu'elles payent de vrais impôts. Les structures d'accueil de la petite enfance sont donc moins nombreuses. Elles manquent de personnel. Les conditions de travail y sont plus difficiles, sans parler du fait qu'elles sont plus coûteuses pour les parents. Résultat des courses, les femmes n'ont pas d'autre choix que de rester à la maison, à temps plein ou à mi-temps, pour s'occuper des gosses. C'est bien pratique comme solution pour le gouvernement, qui n'a pas besoin d'investir plus, et pour les grands patrons, qui continuent leurs bénéfices juteux. Et donc, la boucle est bouclée. Sur le dos des femmes. Allez, viens, on se barre, j'en ai marre de ce rayon. Ouais. J'ai trouvé une plante magnifique. Ah, attends, je vais acheter 2-3 petits trucs pour la cuisine, d'accord? Ok. Évidemment, c'est hyper important. Ça, j'avais vraiment besoin, c'est un truc pour râper comme ça. Il en faut 1, 2, 3 ou 4? 2. Je vais quand même en prendre 4 pour être sûr. Ça, c'est cool. Ouais. T'as vu? C'est hyper joli. Bon, Antoine, là, je crois franchement qu'il y a assez. On va bouger. D'accord, mais je prends encore ça, d'accord? Je peux y aller. Et t'as pensé à un meuble pour ranger tous tes broles? Bah ouais. En plus, la couleur est juste magnifique.
Et du coup, Françoise, tu vas me dire, cherche la petite bête, mais pourquoi est-ce que c'est souvent les femmes qui décident de réduire leur temps de travail au moment d'avoir des enfants, alors qu'en fait, les hommes pourraient le faire aussi quand même? Mais donc, d'abord, tu as des gros clichés comme quoi les femmes sont plus à même de s'occuper des tâches ménagères, d'élever les enfants, etc. Alors, on est d'accord, c'est complètement absurde parce que d'un point de vue biologique, on n'a pas des compétences en plus pour s'occuper des tâches ménagères. Donc, on n'a pas découvert un organe miracle qui fait qu'on lance les lessives plus facilement, ok ? Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au moment de choisir la personne qui va diminuer son temps de travail, les couples vont réfléchir à celui qui a le salaire le plus bas. Parce que comme ça, dans l'ensemble, ils vont perdre moins d'argent. Et donc, dans les couples hommes-femmes, c'est souvent les femmes. Parce que ce sont elles qui occupent les emplois moins bien rémunérés, et même quand elles travaillent à temps plein. Mais même à temps plein, tu dis? Oui, parce que si tu regardes à l'échelle mondiale, en fait, les femmes occupent 3/4 des emplois les moins bien rémunérés. Et donc, ce sont en général des boulots qui sont la prolongation du travail non rémunéré dont on vient de parler. Les soins aux enfants, les soins aux parents, les aides ménagères, etc. Et donc, en fait, cette inégalité, elle va se poursuivre tout au long de la vie des femmes. Parce qu'évidemment, quand tu as un salaire plus bas ou que tu as moins d'heures de travail, ça veut forcément dire aussi une pension plus basse. Ouais, d'accord. Donc en fait, Françoise, tu étais en train de me dire que globalement, les femmes sont moins payées, mais qu'en fait, elles ne travaillent pas du tout moins. C'est même le contraire en fait. Dans la sphère privée, les femmes consacrent un paquet d'heures aux tâches domestiques. Donc elles s'occupent des enfants, des parents, elles lavent, elles cuisinent, elles repassent, elles font les courses, etc. Et l'ONG Oxfam a même calculé le montant de cette arnaque, c'est-à-dire combien coûteraient toutes ces tâches domestiques s'il fallait les rémunérer. Ok, ça représente combien? Je sens que ça va être salé. Et donc au total, c'est 10,8 billions de dollars. Des quoi? Des billions, c'est-à-dire 1000 milliards. Des billions? Attends, ça fait combien de zéros ça? C'est 8 zéros? 12 je crois. 12 zéros. Un billion, ça fait bien 12 zéros après le 1. Si tu prends une pièce d'1 euro et que tu la places comme ça par terre, tu obtiendras un billion si tu construis un gratte-ciel avec ces pièces. Et pour 10,8 billions, tu dois soit construire une tour très haute, mais ça rentrerait pas dans le cadre, soit tu mets plus d'une dizaine de gratte-ciel côte à côte. Voilà, c'est le nombre d'euros équivalent à 10,8 billions. Ce que j'explique à Antoine, c'est que si on veut libérer les femmes de cet âge pour leur permettre de travailler et d'être indépendantes économiquement, eh bien on doit pouvoir investir cet argent dans la société pour fournir plus de services publics. Mais cet argent, évidemment, il doit bien venir de quelque part. Par exemple, des grandes entreprises qui croulent sous les cadeaux fiscaux ou bien des actionnaires. Mais on imagine bien que cette idée ne les fait pas sauter de joie. Ils ont plutôt intérêt à ce que l'oppression systémique des femmes se maintienne. L'oppression systématique des femmes, je comprends pas ça, c'est quoi? Systémique, Antoine, systémique. Ça veut dire que c'est relié à un système, le système capitaliste. Dans le système capitaliste, l'ensemble de la classe travailleuse est exploité. Tu l'as déjà expliqué dans d'autres vidéos. Oui, complètement, tout à fait, désolé. Et donc, à l'intérieur même de cette classe travailleuse, il y a des catégories qui sont encore plus exploitées que d'autres, à cause de l'oppression qu'elles subissent. Les femmes ou les travailleurs avec des origines, par exemple. Le sexisme et le racisme, ce sont des outils que le capitalisme utilise pour diviser et tirer vers le bas l'ensemble de la classe travailleuse. Les femmes touchent des salaires plus bas et ont des moins bonnes conditions de travail. C'est comme ça que le capitalisme fait pression sur l'ensemble de la classe travailleuse. C'est la raison pour laquelle le sexisme concerne aussi les hommes d'ailleurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle le capitalisme n'a pas intérêt à arrêter le sexisme, pas plus que le racisme. Car grâce à ce système d'oppression, qu'on appelle le patriarcat, ils peuvent continuer à surexploiter la moitié de la classe travailleuse, c'est-à-dire les femmes. Ok, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc si on prend l'exemple d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui travaille à temps plein dans un métier bien rémunéré, on peut dire qu'elle échappe au sexisme et au patriarcat. Ah ouais, tu crois? Non? Désolé Antoine, mais même une femme sans enfant et avec un bon boulot va subir du sexisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide des violences. Les blagues sexistes, les remarques déplacées au boulot, les commentaires sur le physique, 99% des femmes se trouvent dans le bas de cette pyramide. Avec les exemples que tu donnes là, je me rends compte que ces stéréotypes, ils sont absolument partout en fait. Dans la publicité, dans les films, dans la musique, partout. Pire même, le capitalisme propage ses idées dans tous les domaines de la société, au niveau de l'espace public, dans le sport, en politique, etc., pour justifier les inégalités économiques. Et donc ces mécanismes de pensée, en fait, ils touchent les hommes et les femmes. Depuis qu'on est toutes petites, nous les filles, on grandit dans un monde où on n'est pas considérées comme puissantes et fortes, mais comme inférieures. Donc pour beaucoup de femmes, en fait, le bas de cette pyramide, c'est le début du danger. Carrément du danger? Oui,
et je pèse mes mots, parce que la violence contre les femmes, elle est omniprésente dans la société, mais elle est taboue. Donc par exemple, les violences conjugales, elles sont rarement abordées et les femmes ne sont pas bien protégées face à elles. Quand une femme est financièrement dépendante de son partenaire, c'est encore plus compliqué pour elle de le quitter. Et parfois, elle reste même alors que la violence s'intensifie. Autre fait, on estime qu'il y a 100 viols par jour en Belgique, mais les femmes n'en signalent que 10, car la plupart des plaintes sont classées sans suite. Et donc ces blagues sur les femmes en bas de la pyramide, qui sont apparemment inoffensives, en fait elles vont propager une certaine image des femmes qui va pousser vers des violences plus graves. Si une femme est considérée comme inférieure, c'est logique qu'à un moment donné on la traite comme ça. Maintenant que tu fais le lien de ces petites violences qui mènent aux grandes, je comprends qu'en fait il faut en accepter juste aucune. Et que cette surexploitation économique et la violence faite aux femmes, c'est en fait deux faces d'une même pièce. Mais s'il y a bien quelque chose, Françoise, que j'ai appris depuis que je fais cette série Facto, c'est que là où il y a oppression, il y a résistance. Il y a résistance. Les femmes luttent depuis des siècles pour s'unir et défendre leurs droits. Elles manifestent, elles descendent dans la rue, elles font des recherches et ça porte ses fruits. En Espagne, ça a déjà conduit à des grandes victoires. En 2018, les femmes sont descendues en force dans la rue pour protester notamment contre la violence faite aux femmes. Et on voit bien la différence. Les équipes de police sont formées pour traiter correctement les victimes qui déposent plainte. Elles sont ensuite suivies pour être protégées de leur agresseur. Il y a des juges d'instruction qui s'occupent spécifiquement des dossiers de violences faites aux femmes. Les femmes qui fuient leur mari violent sont aidées et encadrées. Le résultat, c'est qu'en 2021, on est passé de 71 féminicides à 48. Et ce sont 48 de trop, évidemment. Les Espagnols se sont aussi mobilisés pour le congé de paternité. Et maintenant, les hommes ont droit à 16 semaines de congé. À titre de comparaison, en Belgique, c'est 4 semaines. Donc, il y a encore du boulot, quoi. Sans blague. Mais donc, une journée méga importante, par exemple, c'est le 8 mars. Parce que le 8 mars s'impose comme une journée de lutte mondiale, où les femmes se mettent en grève, descendent dans la rue et revendiquent partout l'égalité. Et en Belgique aussi, évidemment. Et vous voyez, il n'y a pas que des femmes dans ces manifestations. La lutte pour les droits, c'est la lutte de tout le monde. Donc on se voit le 8 mars, c'est ça? Mais carrément. Et merci pour tous ces éclairages, et puis merci aussi pour ce meuble. Avec plaisir, mais à mon avis, il faudra resserrer quelques boulons. Hein. Quelques boulons? Je m'en doutais déjà, mais t'as fini de me convaincre. En fait, la lutte pour le droit des femmes, c'est aussi une lutte générale pour un monde meilleur pour tout le monde. Tu crois que tu pourrais nous résumer ça en 1 minute? Vas-y, je suis chaude, mets le chrono. Quand on est une femme, on est opprimé, et donc ça veut dire surexploité. Concrètement, ça veut dire des salaires plus bas que ceux des hommes. Et cet écart salarial, il vient du fait qu'on pousse les femmes vers des temps partiels pour s'occuper du foyer, ou bien vers des secteurs de travail moins bien payés. Tout ce système d'oppression, en fait, il a une fonction bien précise. Il permet au système de se maintenir en place. Concrètement, l'argent que les femmes ne touchent pas avec leur salaire plus bas, en fait, il va directement dans la poche des actionnaires, tout simplement. Dans le même temps, les grandes entreprises bénéficient de réductions d'impôts. Et donc cet argent, on ne sait plus l'investir dans les services publics, qui permettraient pourtant de pouvoir alléger la charge qui pèse sur les épaules des femmes. Cette oppression et le sexisme qui va avec divisent la classe travailleuse, ce qui l'empêche de lutter contre son exploitation. Sexisme et capitalisme sont vraiment liés, et c'est la raison pour laquelle on doit lutter contre l'un si on veut faire tomber l'autre. Yes! Ça sent le cramé, non? Oh t'inquiète, j'ai l'habitude, il suffit de retirer le dessus. Mince, j'ai justement un rendez-vous pour le 8 mars. Salut Antoine! Ah bah au revoir.